JM ici à Vakwana pour Women in Web 3. Women in Web 3 est une association dont l'objectif est de connecter, d'éduquer et d'empower les femmes dans l'écosystème Web 3. Aujourd'hui, je reçois Carolina Gorna. Bonjour Carolina. Bonjour Eva. Vous êtes experte en cybersécurité et en blockchain. Pour commencer, je vous propose de vous présenter. Merci Eva. Bonjour à tous. Je m'appelle Carolina Gorna. Je suis ingénieure en cybersécurité et en blockchain chez KPMG. Et également, je suis l'ancienne présidente de Cryptosphère, qui est la première association étudiante de France spécialisée dans la blockchain et les nouvelles technologies. Vous vous rendez assez régulièrement du coup à des événements Web3, c'est là-bas que l'on s'est rencontrés. Vous avez également publié récemment un papier de recherche avec KPMG. Vous avez été invité de BFM Business pour en discuter. C'est déjà un très beau parcours, merci beaucoup. Merci. On va commencer tout de suite en vous demandant qu'est-ce que la cybersécurité dans l'œil d'une experte en cybersécurité. Alors la cybersécurité, très simplement, c'est la capacité de protéger des systèmes d'information contre des attaques numériques, tout simplement. Et dans le cadre du Web3, il s'agit également de l'étude de la sécurité des infrastructures qui sont liées à la blockchain, mais également à tout ce qui est lié au code des programmes qui sont déployés sur les blockchains. Donc voilà un petit peu ce sur quoi je me spécialise. Et l'objectif du travail de recherche, notamment de l'étude qu'on a publiée, c'est d'analyser qu'est-ce qui se passe dans cet écosystème, puisque c'est un milieu naissant. Il y a aujourd'hui encore très peu d'experts qui sont capables de parler et de sécurité, et de Web3 et de blockchain. Dans l'étude, on en estime qu'il y en a environ entre 1000 et 1500 dans le monde, ce qui représente entre 5 et 8 auditeurs pour 100 développeurs, donc c'est encore très peu. Et mon objectif aujourd'hui, à travers du coup cette interview, merci à Women in Web 3, c'est de démocratiser et surtout de parler de la sécurisation à la fois des infrastructures et du code, qui va être absolument essentiel pour le bon développement du Web 3 dans les années à venir. Voilà. Super. Et si vous deviez à l'heure actuelle dresser vraiment un état des lieux de la cybersécurité sur les smart contracts, est-ce que vous considéreriez qu'on a une certaine sécurité à l'heure actuelle en termes de smart contracts et qu'il y a des smart contracts qui sont suffisamment simples justement pour être sécurisés? Ou est-ce qu'il y a tout de même des problèmes de cybersécurité latents sur les smart contracts? Oui, alors c'est une bonne question. C'est comme en fait, il y a beaucoup de liens à faire avec l'informatique classique qu'on connaît, le Web 2. C'est comme si vous me demandiez si il existait un site internet qui soit 100% sécurisé. Alors même le site de la NSA a eu des bugs, une tentative de piratage. Donc de toute façon en informatique en général, rien n'est jamais inattaquable. Donc, et c'est pareil avec les smart contracts. Et l'idée, c'est plus on les audite, plus on fait des tests dessus, meilleure va être leur sécurité. Alors aujourd'hui, on arrive vers un écosystème qui veut aller encore plus loin dans l'exactitude du code, c'est-à-dire fin août 2022, il y a eu justement pas mal de conférences sur la sécurité, les premières conférences d'ailleurs données à Stanford sur la sécurité défi, le défi Security Summit, où il y avait beaucoup d'experts qui se sont réunis, et le constat est le même pour tout le monde, c'est qu'il faut qu'on rentre maintenant dans une phase d'écriture des smart contracts qui soit beaucoup plus méthodique et qui suivent un peu la méthodologie traditionnelle, c'est-à-dire en écrivant des spécifications et des tests de sécurité dès le début, et pas en fait en faisant aujourd'hui ce qu'on a encore trop tendance à faire, c'est écrire un code de smart contract, le faire auditer et après faire des mises à jour. En fait, la réflexion sur la sécurité doit se faire dès le tout début, dès les premières spécifications, dès l'écriture des préconditions, des post-conditions. Bon, on parle un peu technique, on est là pour ça, mais l'idée, c'est vraiment de réfléchir à ça dès le début, et ça, tout le monde est d'accord sur ce point-là. Voilà. Après, également, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a pas mal d'outils qui ont été développés pour accompagner les développeurs, donc des outils de sécurisation du code. Et ça, vraiment, c'est une belle ressource pour tous les développeurs et développeuses qui se lancent dans l'écriture de smart contracts et qui doivent utiliser absolument. Donc, ce qui serait intéressant pour vous, ce serait éventuellement pour l'audit privé, ou en tout cas pour le développement privé de smart contracts, les vulnérabilités privées, de venir créer une sorte de consensus mondial sur la manière dont on est censé écrire le smart contract, donc avoir une base plus lisse avec des API éventuellement, ou des développeurs qui viennent travailler sur les mêmes bases. Alors, c'est intéressant parce que tu soulèves un point qui est
le fait qu'il nous manque encore des standards internationaux. Et on est aujourd'hui, on suit un peu les bonnes pratiques qui sont proposées par les grandes fondations, Ethereum et d'autres grands développeurs. Mais effectivement, il manque de standards. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est tout simplement des entreprises privées qui proposent leurs propres, on va dire, bonnes pratiques, leurs propres schémas de méthodologie. Après, il est également possible d'appliquer certains frameworks, par exemple le NIST Cyber Security Framework ou les BIOS à l'écosystème blockchain crypto, mais c'est encore, il y a beaucoup d'adaptations à faire. Par exemple, Aave, justement, à cette conférence fin août, ils exposaient comment est-ce qu'ils ont adapté la méthodologie de la NASA à l'écosystème blockchain. Donc, vraiment, il y a ce travail d'adaptation puisqu'on passe d'un monde Web 2 où justement on a un Internet de l'information vers un Web 3 où c'est vraiment un Internet de la valeur. Et donc, pareil, centralisé, décentralisé, donc il y a une vraie adaptation à faire. Et ça, effectivement, toutes les organisations de standardisation sont également attendues au tournant pour accompagner les développeurs et contribuer à la sécurisation, on va dire, de tout ce qui se fait aujourd'hui. Mais est-ce que, en termes cybersécuritaires, ce serait pas justement intéressant d'avoir une certaine diversité dans la programmation des smart contracts? Parce que si on utilise tous, par exemple, le même standard pour coder les smart contracts et que ce standard est défaillant, on se retrouvera avec des millions ou des milliers de smart contracts défaillants. Est-ce que cette diversité, cette recherche, ce test and learn, finalement, qu'on retrouve très souvent dans la blockchain, il n'est pas intéressant au niveau du code de smart contract? Parce que, justement, ce sont des outils nouveaux et que quand c'est nouveau et que la cybersécurité n'est pas encore au point, un processus un peu de création à tâtons des smart contracts, est-ce qu'il n'y aurait pas un véritable intérêt cybersécuritaire derrière, de venir tester toutes les possibilités, puis ensuite de venir chercher éventuellement une standardisation au moment où on sera assez sûr de ce qui est codé? Oui, c'est tout à fait... En fait, c'est ce qui se passe. On est en train vraiment d'assister à une création d'un écosystème. Donc, c'est ça qui est aussi très, très intéressant pour nous, de suivre en direct la construction des modules. On sait maintenant qu'on commence à rajouter des couches au blockchain, au réseau principal des blockchains pour pouvoir assurer, par exemple, la scalabilité ou ce genre de choses. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de construire l'écosystème. La question sous-jacente que tu poses, c'est effectivement, aujourd'hui, on a différents blockchains, on a différents langages qui ne sont pas tous les mêmes, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Bien sûr. En termes de sécurité également. Oui, on va devoir... il y aura une sélection naturelle qui va se faire avec le temps. Pour le moment, effectivement, on a une concurrence qui est faite. Et nous, on est là justement pour observer et puis pour accompagner tous les développeurs avec les meilleures solutions. Mais ce qui est rassurant, en tout cas du point de vue cyber, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'acteurs qui sont actifs. On a des grosses entreprises qui font de l'analyse statique, qui développent des outils de fusing, de preuves formelles, et tout ça pour vraiment sécuriser. Donc voilà, je pense qu'on est en bonne voie, et après il y aura une sélection naturelle qui va se faire. Plus précisément, il y a aussi le problème dit de réentrant sur les smart contracts, qui est un des problèmes les plus répandus aujourd'hui. Les smart contracts, selon une recherche de chercheurs de l'Illinois, auraient généré 700 millions de dollars de pertes à cause de vulnérabilité sur les smart contracts. Et aujourd'hui, le problème de réentrance, c'est un problème, je vais l'expliquer du coup pour nos auditeurs, où on fait appel à un deuxième smart contract lors de la programmation d'un premier smart contract, et où le deuxième smart contract aurait potentiellement été non approuvé et pourrait, s'il est malveillant, drainer les fonds du premier smart contract et modifier son exécution. C'est ce qui s'est passé notamment lors du DAO hack en 2016, où je crois il y a eu 60 millions de dollars qui ont été volés. En fait, ce qui se passe assez souvent, en tout cas c'est ce dont j'ai l'impression d'un point de vue assez extérieur, c'est qu'en termes cybersécuritaires, on se confronte souvent à des problèmes inextricables. C'est-à-dire que la réentrance, on en a besoin quand on code un smart contract, et d'un autre côté, on a besoin de se protéger de la programmation d'un smart contract malveillant ou de l'appel à un smart contract malveillant. Comment est-ce qu'on fait concrètement quand on code un smart contract et quand on fait de la cybersécurité pour venir protéger des infrastructures qui sont par essence même quasiment dangereuses ou quasiment vulnérables?
Oui, alors dans le cas effectivement de la réentrance, qui est une des vulnérabilités les plus connues, on va dire, dans les smart contracts, il y a pas mal de développeurs qui ont mis en place des solutions. Donc il y a déjà une possibilité de adapter son code, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est qu'on appelle une fonction, la fonction withdraw d'un contrat, et on essaye de lui retirer plus d'argent que ce qui est disponible dans la balance. Et donc en faisant ça, effectivement, on peut liquider tout le portefeuille qui est à notre disposition. Et l'idée, c'est qu'il est quand même possible dans le code, en inversant l'ordre des fonctions et puis en adaptant tout simplement le code, d'éviter cela. Également, il y a l'entreprise Open Zeppelin qui propose des librairies et puis des codes open source qui permettent d'utiliser ce qu'on appelle des guards. Donc ils ont mis en place par exemple un Reentrancy Guard qui est donc un smart contract qu'ils mettent à disposition en open source et que vous pouvez importer dans votre code et qui va justement aussi protéger des attaques de type Reentrancy. Donc là, on a déjà 2 solutions contre ces attaques. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention et ça arrive encore régulièrement qu'on voit ce type d'attaque. Mais voilà, je pense qu'il y a pas mal déjà de solutions qui sont mises en place. Il y a également des outils tels que Slider qui permettent de détecter lorsque vous auditez, vous faites un premier test de votre code sur Slider, qui est un outil d'analyse statique. Et il vous permet de détecter si effectivement il y a une vulnérabilité de type Reentrancy. Donc en soi, aujourd'hui, il y a quand même des solutions pour cette attaque-là. Merci beaucoup. On va parler à présent des bridges et des problèmes de cybersécurité sur les bridges. Selon Chain Analysis, 2/3 des attaques sur la blockchain ont été réalisées sur des bridges. Avant de commencer, je vais quand même faire un petit récapitulatif sur ce qu'est un bridge. Un bridge cross-chain, c'est un protocole qui permet d'échanger un token entre 2 blockchains qui ne sont pas nativement compatibles. C'est-à-dire que sans le bridge, on serait incapable de réaliser l'échange de tokens. Ce qu'il est intéressant de savoir sur les bridges, c'est qu'en 2022, il y a eu énormément d'attaques. Il y a eu l'Horizon Bridge où il y a eu une attaque qui a causé une perte d'1 milliard de dollars. Pourtant, les bridges sont nécessaires. Comment est-ce qu'on fait finalement pour se protéger d'une attaque sur un bridge s'ils sont nécessaires mais dangereux ? Oui, c'est une grande question que tu poses là. Ce qui est sûr, c'est que les bridges aujourd'hui sont essentiels parce qu'on est dans un monde, dans un écosystème blockchain modulaire, surtout du côté des blockchains programmables tels que Ethereum, Tezos, Avalanche. Et on a besoin, pour assurer la liquidité des protocoles, et également pour permettre aux utilisateurs tout simplement de pouvoir passer d'une crypto à une autre, d'une blockchain à une autre, d'assurer justement le fonctionnement des bridges. Alors, nous, du coup, la distinction qu'on fait à KPMG, c'est les bridges centralisés et les bridges décentralisés. Pour les bridges centralisés, effectivement, il y a une entreprise qui détient les fonds et en gros vous redonne des tokens de notre blockchain en échange d'un dépôt de crypto chez eux. C'est effectivement des solutions qui peuvent être pratiques, mais effectivement peuvent s'avérer risquées. C'était le cas effectivement de Celsius également un peu plus tôt cette année. Mais disons que aujourd'hui c'est une solution encore de facilité et qui est encore pratique pour pas mal d'utilisateurs. Certains également considèrent que des sites tels que Binance ou FTX sont également des types de bridges centralisés puisqu'ils vous permettent d'échanger en fait des cryptos contre d'autres. Donc on est vraiment face justement à des solutions vraiment utiles et pratiques, mais justement la contrepartie, c'est qu'il faut faire confiance à ce tiers de confiance. Et la question justement, toute la question repose sur à quel point est-ce que leurs fonds sont sécurisés et à quel point également est-ce qu'ils sont transparents, parce que c'était le problème de Celsius, c'est qu'on ne savait pas vraiment comment est-ce qu'ils fonctionnaient. Tout était un peu opaque. Je ne dis pas que c'est beaucoup plus transparent du côté des autres plateformes, mais l'idée là, c'est de peut-être assurer un peu plus de confiance aux utilisateurs. Et c'est pour cette raison-là, notamment, que certains d'entre eux se tournent vers les bridges décentralisés, qui sont avec, par exemple, certains sont avec validateur.
C'était le cas justement de Wormhole. Mais ce qui est difficile avec les bridges avec validateurs, c'est que dans le cas de Wormhole, il n'y en avait pas assez des validateurs. Enfin, pas assez, il n'y a jamais de limite, mais on était à 9 validateurs et il suffisait du coup de compromettre 5 pour que le bridge justement soit compromis. Et ça, c'était un des cas. Vraiment en termes de nombre de validateurs. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'un bridge utilise aussi des smart contracts. On en a un petit peu parlé ensemble. Il y a toutes les problématiques de la sécurité des smart contracts qui régissent les bridges. Et notamment, il y a des projets qui ne sont pas encore totalement suffisamment audités, mais qui sont déjà live, ou par exemple qui font le lien entre une grosse blockchain et une blockchain qui est moins utilisée. Du coup, on a ce risque justement de pas savoir exactement comment... est-ce que vraiment la blockchain qui est moins utilisée permet d'assurer la sécurité du bridge. Et donc voilà, c'est encore une autre catégorie. Les bridges cross-chain dont tu parlais, qui permettent, certains d'entre eux utilisent des protocoles de communication. Donc c'est par exemple tout l'écosystème Cosmos, Polkadot. Mais ça, aujourd'hui, c'est encore un petit peu moins utilisé. Ça nécessite surtout un kit de développement, c'est-à-dire pour en fait que notre blockchain puisse faire partie de l'écosystème Cosmos, il faut la développer avec des outils de l'écosystème. Donc ça ne permet pas, par exemple, aux grosses blockchains qui existent aujourd'hui de vraiment se plugger dessus. Donc il y a un travail qui est fait. Ce qui est intéressant aussi du côté des bridges un peu, on va dire justement cross-chain, c'est ceux qui utilisent un langage, on va dire, protocolaire à niveau 0. C'est le cas par exemple de Layer 0 ou aussi d'un des projets de Chainlink. Mais il y a encore pas mal de choses qui sont à faire là et c'est intéressant parce que justement on redescend à des couches de communication plus basses. Et donc pourquoi pas, mais voilà. Et juste pour finir un peu cette overview, on a également tout ce qui est lié justement au c'était le cas par exemple de Poly Network aussi qui permettait de lier plusieurs bridges entre eux. Donc c'est intéressant. Mais c'était juste pour avoir cette overview des bridges. Et après, c'est difficile d'imaginer un monde sans ces bridges. C'est comme si on voulait aujourd'hui... il y avait un exemple qui était très bien donné de Big Whale, envoyer un email entre la boîte mail Gmail et Hotmail. Si on n'a pas de bridge entre guillemets, on ne peut pas faire ça. Donc aujourd'hui, on ne peut pas ne pas avoir de lien entre ces deux types de messagerie. Et donc dans le milieu Web3, c'est la même chose. Donc voilà, pas mal de travail à faire de ce côté-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'on en a besoin et c'est en train d'être développé. Donc pour toi, c'est la transparence qui permettrait de choisir mieux son bridge et donc qui permettrait à l'utilisateur finalement d'avoir une approche plus sécuritaire et plus sécurisée en tout cas de ses investissements. Qu'est-ce qui protège vraiment un bridge ? Comment est-ce qu'on fait concrètement, soit quand on se positionne à la place de la personne qui code ce bridge, soit quand on se place en tant qu'utilisateur de bridge. Comment est-ce que véritablement on se retrouve dans une position où on est sûr que cybersécuritairement parlant, on va s'en sortir ? Du côté des bridges centralisés, ce qui est important, c'est les audits qui sont faits de la trésorerie des entreprises. C'est-à-dire, là, un des bridges centralisés les plus connus, c'est WBTC, qui justement dont la trésorerie est majoritairement gérée par BitGo. Donc on est à, je crois, 6 milliards de dollars en Ether bloqués dessus. Et effectivement, si tout d'un coup, BitGo voyait sa trésorerie, je sais pas, disparaître ou être compromise, c'est la valeur même du WBTC qui serait compromise sur les chaînes qui l'utilisent. Donc ce qui est important, c'est justement que cette entreprise se fasse auditer régulièrement financièrement pour être sûr que les fonds sont bien là et que lorsque les utilisateurs les déposent dans cette entreprise, qu'ils soient toujours là et qu'ils assurent cette sécurité. Ça, c'est pour les bridges centralisés. Donc tu mets le doigt sur un des problèmes de cybersécurité des bridges, qui est le faux dépôt. Le faux dépôt, pour ceux qui nous écoutent, c'est le moment ou en tout cas la possibilité de réaliser une transaction de token qui n'a pas de valeur. Et comme certains bridges fonctionnent
grâce à des dépôts, et que le premier dépôt sur la première partie du bridge permet finalement de débloquer les fonds sur la deuxième partie du bridge. Certains font ce qu'on appelle un faux dépôt, c'est-à-dire qu'ils déposent un token qui n'a pas de valeur sur la première partie et parviennent à récupérer de la valeur sur la deuxième partie. J'ai une question concernant le faux dépôt, c'est que finalement, aujourd'hui, on est tout de même un petit peu capable, on est capable de tracer les fonds sur la blockchain. Pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, sur les bridges, il n'a toujours pas été développé une capacité de tracer ces fonds et de créer des alertes quand il y a un problème sur les bridges? Alors ça existe, en théorie ça existe. Ce qu'on a vu en pratique sur certains bridges, c'est que typiquement il y a eu sur certains projets, par exemple, lorsqu'il y avait des mises à jour qui ont été faites, il y a des fonctionnalités qui ont disparu. Et par exemple, il y avait sur un des projets, il y avait la possibilité de valider l'adresse du compte qui justement déposait. Cette fonctionnalité-là a disparu, et donc il était possible pour un attaquant de modifier l'origine du compte qui se connectait au bridge, et ainsi de dévier le flux. Donc on a d'un côté justement les problèmes de mise à jour qui modifient, on va dire, le code initial, et ça arrive parce qu'on essaie de fixer un bug, mais en fait on enlève la fonctionnalité qui était utile précédemment. Donc ça, c'est une des choses qui est déjà arrivée et qui arrive. Après, on a également sur certains bridges des smart contracts qui parfois ont beaucoup trop de pouvoir concentré en un smart contract. Donc, possibilité d'attaque 51% par exemple plutôt la possibilité pour un attaquant en fait, d'exploiter la puissance de ce smart contract pour se donner les droits, entre guillemets, les droits pour retirer les fonds du bridge. Par exemple, de se faire passer pour un des validateurs du bridge. Donc fausse validation. C'est ça. Et ça, typiquement, c'est pareil, on l'a vu récemment que c'est arrivé. Avec Axie Infinity, je crois, il y a eu 5 des 9 validateurs qui ont été compromis. Ça, c'était effectivement compromission des nœuds. Mais voilà, on voit que dès qu'on donne en fait, beaucoup de pouvoir dans un smart contract, on voit que ça peut mener à des problématiques. Donc après, une des solutions de ça, c'est de séparer, on va dire, les fonctionnalités en différents smart contracts et faire des delegate calls. Mais ça, encore une fois, ça implique d'autres problématiques qui comme sont... celui de réentrance dont on a parlé tout à l'heure. Exactement. Donc, bon, c'est des compromis à faire, et on n'est jamais à l'abri d'une vulnérabilité, mais l'idée en fait c'est aujourd'hui encore une fois ce que préconisent les développeurs et les experts en sécurité, c'est d'avoir le code le plus court possible, c'est-à-dire le plus simple, et voilà, sans florilège, sans low code aussi, je crois. Exactement, parce que le low code, il y a certains des langages qui permettent de faire effectivement du low code dans son programme en particulier, donc c'est cas de Solidity, mais pareil, c'est des choses qui sont déconseillées, et donc un code le plus simple possible, et qui soit audité un grand nombre de fois avec des tests et ainsi de suite. D'accord. Si tu veux parler peut-être de Layer 2, oui. Certains Layer 2 aujourd'hui, par exemple sur Ethereum, réutilisent des fonctionnalités et puis on va dire une architecture comme celle du Layer 1 d'Ethereum. Donc c'est le cas des Optimistic Rollup par exemple. Donc c'est des solutions auxquelles on peut appliquer des techniques de sécurité comme on le fait du coup sur les Layer 1. Donc typiquement utiliser des outils qui ont été développés pour les Layer 1 tels que Slider, Mithril, Echidna, enfin voilà, je mettrai les liens en commentaire. C'est des outils qu'on détaille d'ailleurs dans notre étude la cybersécurité pour les blockchains et les cryptos 2022 qu'on a publié avec KPMG, mais l'idée c'est justement pour toute une partie des Layer 2 c'est possible de réutiliser, mais aujourd'hui on construit également des Layer 2 qui sont différents, qu'en fait on dit qu'ils sont non EVM compatibles, EVM qui est du coup la machine virtuelle d'Ethereum, absolument, et qui du coup ne sont pas construits, on va dire, de la même manière qu'Ethereum, et donc qui nécessitent une approche différente en termes de sécurité pour s'adapter justement à cette nouvelle architecture. Et donc là, on parle des Layer 2. À ça s'ajoutent les bridges. Ce que disait récemment justement Certic, qui est un des leaders aujourd'hui de l'audit de code, avec également Perkshield, des Quantstamp et bien d'autres, c'est qu'on entre en fait vers une époque où en cybersécurité traditionnelle, on faisait ce qu'on appelle de la détection de vulnérabilité plutôt ponctuelle ou par surface d'attaque.
Ça, c'est ce qu'on fait dans le Web 2 en général. Et dans le Web 3, en fait, non seulement on va devoir faire de l'analyse statique sur tout ce qui est smart contract déployé sur layer 1, layer 2, smart contract de bridge, donc tout ce qui est analyse statique de code, c'est-à-dire savoir bien lire les lignes de code et puis voir les vulnérabilités. Mais en plus de cette analyse statique, il faudra également faire du monitoring offline et online, donc c'est-à-dire en permanence avoir des outils qui analysent le trafic, qui regardent ce qui se passe dans les paquets, dans ces parties-là. Et donc en fait, c'est cette combinaison analyse statique plus monitoring online-offline qui va nous permettre de créer des applications, donc des DApp, des Decentralized Applications, qui permettent à la fois d'utiliser en fait toutes les composantes des modules qui sont aujourd'hui développés dans l'écosystème blockchain. Et donc, ça nécessite beaucoup de connaissances, Web 2, Web 3, parce que... On en parlera juste après. Mais en tout cas, on construit cette nouvelle cybersécurité du Web 3 qui est absolument passionnante et qui... Mais je crois même que les Layer 2 EVM compatibles sont développés en même temps que la cybersécurité sur ces mêmes Layer 2. Je crois qu'il y a une vraie préoccupation sur la Layer 2. J'ai essayé de faire pas mal de recherches sur la question et il y a une vraie préoccupation quant à la cybersécurité. C'est plus accessoire. C'est-à-dire qu'avant, sur Internet ou sur les infrastructures classiques d'une entreprise, la cybersécurité, elle arrivait en aval quand on avait déjà un produit fini, quand on avait déjà des préoccupations qui étaient la mise sur le marché du produit. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans la blockchain, on est vraiment sur une préoccupation de la question cybersécuritaire qui quasiment prime sur le produit. On développe le produit parce qu'il est cybersécuritaire et pour qu'il le soit. Absolument. C'est aujourd'hui... c'est vraiment un des aspects clés, c'est-à-dire un protocole, il doit être transparent, il doit être sécurisé et puis il doit être décentralisé. C'est tous ces termes-là aujourd'hui qui sont très importants et la sécurité est au cœur de ça. C'est le cas typiquement de Starknet, qui est un des Layer 2 qui développe des ZK Rollup. Donc ils sont dans la catégorie non EVM compatible, donc ils ne sont pas codés comme Ethereum. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que typiquement, on a une entreprise française qui s'appelle Fusing Lab, qui a fait un peu plus tôt ce mois-ci, donc début septembre, une collaboration avec Starknet pour développer un outil qui s'appelle TOT et qui est un des premiers en fait, outils de sécurité sur les layers 2 et qui permet en fait de faire de la décompilation de code Cairo. Cairo, c'est le langage qui est utilisé sur Starknet, qui est un autre langage que Solidity, et de faire du coup de la décompilation et du désassemblage, on va dire, de ce code pour en voir les vulnérabilités, pour les corriger et puis pour avancer. Donc on voit typiquement des collaborations entre entreprises de sécurité telles que Fusing Lab, qui est d'ailleurs une entreprise française, donc c'est très, très bien pour la France de ce côté-là, et d'autres comme Starknet qui est aujourd'hui un des leaders des ZK Rollup. Et donc c'est effectivement en train de se construire en même temps que le langage même Cairo qui est en train d'être amélioré. On a eu la version 1.0 qui est sortie il y a quelques semaines. Donc comme tu dis, effectivement, ça avance en parallèle et c'est couplé. Et ça ne peut pas en fait avancer séparément. Donc absolument. Juste petite précision, ZK Rollup, Zero Knowledge Rollup. Donc c'est toute une technologie derrière. Est-ce que tu veux dire quelques mots dessus pour qu'on ait une petite explication publique ? Je pense que tu le diras peut-être mieux que moi. L'idée des ZK Rollup, c'est de permettre en fait de faire plusieurs milliers de transactions en une seule et d'écrire seulement cette seule transaction sur Ethereum. Et donc du coup, ça permet de diviser les frais de transaction sur Ethereum par 1000. Et donc au lieu de payer, sur Ethereum, on était à un moment à $60 par transaction de frais de gaz, ce qu'on appelle les frais de gaz. Voilà, vous divisez $60 par plusieurs milliers, ça vous fait des frais de transaction beaucoup plus minimes et ça vous permet de faire des choses beaucoup plus intéressantes et justement de permettre cette scalabilité. Donc c'est une solution de passage à l'échelle de la blockchain d'Ethereum, entre autres. Et c'est très intéressant en termes de cybersécurité. Une transaction à sécuriser face à 1000 transactions à sécuriser à la fois, c'est quand même
voilà, j'ai l'impression, hein, une vraie idée, une vraie amélioration derrière. Alors, il y a eu quand même un très gros travail de recherche théorique, mathématique, cryptographique très poussé du côté des chercheurs qui ont travaillé sur les ZK Rollup pour arriver justement à ce niveau de sécurité. Donc, ça a mis un peu de temps à se développer. Mais aujourd'hui, on est sur des solutions qui sont de plus en plus viables et vraiment... Je pense que la communauté Ethereum se tourne vers vraiment ces solutions pour avancer. Mais oui, effectivement, ça repose sur des calculs mathématiques en lien avec les SNARK, qui sont, on va dire, des objets mathématiques voilà, qui assurent cette sécurité-là. D'accord. Ça pourrait être alors juste en termes de vision, est-ce que potentiellement ça pourrait être la layer 2 qui deviendrait celle de référence aujourd'hui? Bon voilà, Bitcoin à la sienne, à Lightning Network, Ethereum en a vraisemblablement plusieurs. Est-ce que ZK Rollup pourrait s'imposer Alors, tout est une question de conviction. Aujourd'hui, il y a encore un très grand débat. Si vous regardez les conférences américaines où il y a à la fois des développeurs, des optimistic rollup et des ZK rollup qui sont invités, il y a toujours une grande tension qui a lieu. Donc, c'est encore un petit peu une question d'idéologie. Et puis de voir un peu qui va prendre le dessus. Mais comme on disait, il faut laisser un peu le temps faire pour voir quelle technologie va s'imposer. Ce qui est également intéressant, nous, ce sur quoi on travaille aussi à KPMG, on analyse toutes ces technologies, on fait de la veille, c'est que en fait, peut-être que les ZK Rollup vont également être compatibles avec d'autres blockchains. Pourquoi pas utiliser comme Layer 1 Bitcoin? Pourquoi pas utiliser d'autres blockchains? Donc, il y a pas mal de choses encore qui vont nous être montrées par le temps. Mais en tout cas, on essaye de voir un peu à travers les lignes et de voir un peu aussi vers où ça mène. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Starknet travaille aussi sur sa décentralisation parce que... il y a encore... aujourd'hui, c'est eux qui gèrent une grande partie du réseau et l'objectif pour que justement ce soit vraiment dans l'esprit blockchain et décentralisation, c'est que justement, ils passent un peu la main également à une communauté et à un réseau. Donc, on va voir comment ça va se développer. Je les ai rencontrés, c'est une assez belle entreprise, effectivement. Écoutez, merci beaucoup, Carolina. C'est la fin de cette interview. Au revoir.